Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous commencez par votre chronique, un petit bilan de ces derniers jours, et donc vous vouliez commencer par le rapport de la Cour des comptes du 9 octobre. Dites-nous tout. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est le rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, parce que on en parlera bien sûr en France, on a l'œil sur le remaniement, mais les rapports de la Cour des comptes sont toujours très intéressants à lire, quel que soit qu'ils soient français ou européens, parce que normalement, ça devrait nous inquiéter quand on en lit certains. Et c'est le cas de ce rapport qui est sorti le 6 ou le 9 octobre, je ne me souviens plus exactement, qui dit quoi ? Qui dit qu'en clair, l'Union européenne est en train de s'endetter de manière disproportionnée. Alors, si je vous dis le chiffre, vous allez me dire que ce n'est pas énorme, 900 milliards. C'est sûr qu'on a un président qui, lui, a réussi à faire 1000 milliards en 7 ans. Mais 900 milliards, je vous rappelle quand même que le budget de l'Union européenne, ce n'est que 199 milliards en crédit d'engagement et 155 en crédit de paiement. C'est-à-dire, si on additionne les deux, même si comptablement, ce n'est pas exactement ce qu'on fait, c'est déjà 3 ans de fonctionnement. Et où est-ce qu'on est arrivé là ? Eh bien, écoutez, tout simplement parce que le fameux plan Covid, qui était le truc extraordinaire, je vous rappelle, ça devait sauver notre croissance et relancer l'économie européenne, eh bien, en réalité, se révèle être un désastre. Alors d'abord, il ne faut plus dire plan Covid, on est dans l'Union européenne, dites plutôt Next Generation EU, puisque tout est rebaptisé, c'est beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, d'abord, on découvre que désormais, ce plan n'a en réalité aucun des financements promis qui est arrivé. Puisque l'Union européenne avait dit au départ « Ah, mais ça ne coûtera rien aux États, puisqu'il faudra commencer à rembourser à partir de 2028, mais d'ici là, on aura créé des ressources propres. » C'est-à-dire des taxes prélevées uniquement par l'Union européenne. Et les idées, bien sûr, c'était sur les taxes à l'exportation, puisqu'on allait peut-être enfin décider de protéger le marché européen. Ben, je vous rassure, on n'a pas protégé le marché européen vraiment. Quand vous voyez même d'ailleurs la capitulation devant les États-Unis et finalement une capitulation, pas une capitulation, mais pas de politique énergique face à la Chine, le résultat, c'est que ces ressources propres n'existent pas et qu'à cette heure-ci, eh bien, ce sont les États, quelle surprise, qui vont devoir rembourser. Vous savez, quand par exemple le Rassemblement national demande de la diminution de la contribution de la France à l'Union européenne, ben c'est mal parti. Plutôt, c'est mal parti, pas de la faute du Rassemblement national, mais c'est mal parti parce que cette contribution risque d'exploser. 2 derniers chiffres pour cette question. Ce fameux plan devait coûter à peu près 20 millions d'intérêts. Finalement, de 2021 à 2027, ce sera 30 millions. Et de 2028 à 2034, ce sera 74 milliards. Pardon, je ne parle pas en millions, malheureusement, mais en milliards. Je clôt le dossier. Je vous rappelle une fois de plus que finalement, Mme van der Leyen a une gestion catastrophique de l'Union européenne. Et j'ai bien peur que dans la novlangue européenne, Emmanuel Macron, ça se dise van der Leyen, parce qu'elle est en train, en proportion, de ruiner l'Union européenne de manière phénoménale. Je rappelle que cette semaine, Jordan Bardella a défendu une motion de censure très bien argumentée autour du Mercosur, autour des traités de libre-échange et autour surtout de la situation de l'Europe. La seule chose qu'a su répondre Mme van der Leyen, c'est il faut se préparer, on a 1 an et demi à nos frontières. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus une fois de plus, mais par moment, les ennemis de l'extérieur, c'est bien pratique pour faire oublier ces échecs de l'intérieur. Effectivement. Alors, juste une question avant de passer à la suite. Thierry Mariani, puisqu'on va aussi parler avec vous de ce remaniement, quand même, on voit que le bilan est assez sombre. On imagine que politiquement, vous avez quand même des idées pour arranger les choses. Nous sommes lundi matin. Expliquez à nos auditeurs que, s'il vous plaît, tout n'est pas perdu. Non, mais vous connaissez cette blague russe que je cite souvent, enfin soviétique, pardon. Vous connaissez la différence entre un optimiste et un pessimiste ? La pessimiste, c'est vous. C'est vous dites, ça ne peut pas aller plus mal. Franchement, ça ne peut pas aller plus mal. Et l'optimiste, c'est moi. Je vous réponds, mais si, parce que en réalité, chaque semaine, c'est de pire en pire. Alors en réalité, le chiffre du matin, ou plutôt de la semaine, c'est 25. Si 25 députés socialistes ou républicains décide finalement de voter la censure, eh bien le gouvernement tombe. 264, c'est le chiffre des députés qui se sont engagés déjà par avance du fait de leur formation politique, dont bien sûr le Rassemblement national et dont les amis d'Éric Ciotti, à voter la censure. 289, c'est ce qui manque. Et en réalité, donc 289, pardon, c'est le chiffre de députés pour voter la censure.
Donc ce qui manque, c'est 25 députés. Or, tout le monde va regarder les 69 socialistes, les 50 LR, c'est-à-dire que si un député sur les 5 que je viens de... Un député sur 5 dans les 2 groupes que je viens de nommer vote la censure, le gouvernement tombe. Moi, je pense que c'est possible parce que il y a encore des gens qui, par moment, ont un peu de conviction. Je rappelle quand même qu'il y avait 15 députés la dernière fois au niveau des LR qui avaient refusé de voter sur la question des retraites. Et puis, j'attends de voir ce qui va se passer parce que on ne peut pas à la fois plaire aux socialistes qui demandent la suspension immédiate ou l'abandon même de la réforme des retraites et aux LR qui demandent absolument son maintien. Donc, je pense que ce gouvernement ne durera pas trop longtemps. Et puis, à mon avis, cet épisode marque quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il y a 2 ou 3 semaines, ça semble l'éternité, 2 ou 3 semaines en arrière, on avait un candidat logique pour les Républicains qui était M. Bruno Retailleau. Je crois que ces 15 jours ont marqué, si vous me permettez, sa bérésina, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que tout ça est parti d'un tweet concernant Bruno Le Maire, qui, à mon avis, alors je n'ai aucune sympathie ni pour le bilan ni pour le personnage, mais en faire l'alpha et l'oméga de la politique française, c'est quand même un peu trop. Or, Monsieur Retailleau, qui visiblement n'avait pas anticipé la réaction des militants des Républicains, qui eux ont par moments plus de conviction que les élus, a dû chercher un motif finalement pour essayer de changer sa position. Ce fut Bruno Le Maire. Et finalement, tout ça finit, à mon avis, très mal pour lui. L'enseignement de tout ça, je ne sais pas combien il me reste de temps, mais l'enseignement... Il vous reste 4 minutes. Oh, vous êtes généreuse, c'est extraordinaire. Le lundi matin, voilà. Oui. Non, l'enseignement de tout ça, comment on est arrivé là ? J'ai passé, je le répète, 42 ans dans cette formation politique. Et j'ai siégé pendant plus de la moitié dans les instances, y compris le bureau politique. Aujourd'hui, qu'il faut bien comprendre que la force dominante chez les LR, ce sont les sénateurs. J'ai regardé la composition du bureau politique. Vous n'avez plus que 20 députés sur 80. Et aujourd'hui, vous avez un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui est de 50 députés et un groupe au Sénat qui est de 123, si ma mémoire est bonne, ou 129. Bref, qui est 2 fois et demi plus important que les députés. Et vous avez en plus un président qui vient du Sénat, un personnage qui est le président du Sénat qui pèse beaucoup parce que à chaque fois dans ce parti on dit mais attention, nous avons le 2e personnage le plus important de l'État, le président du Sénat. Et en réalité, tout ça explique le revirement assez hallucinant qu'on a eu ces 2 dernières semaines. Je vous rappelle, lundi dernier, c'était nous rentrerons au gouvernement et M. Retailleau rentrait au gouvernement et nous le soutiendrons. Et cette semaine, c'est comme M. Retailleau ne rentre plus au gouvernement, eh bien tout le monde doit être en dehors de ce gouvernement. Ça donne quand même l'impression aux députés, j'en ai discuté avec 2 anciens collègues, qu'à l'heure actuelle, ils sont menés non pas par le bout du nez, mais par le groupe sénatorial, et ça met une certaine amertume chez beaucoup d'entre eux. Voilà, et puis le gouvernement tel qu'il est nommé, alors à chaque fois on nous dit Laurent Dunez, grand professionnel, c'est vrai, mais je pose la question, un grand professionnel, c'est là pour exécuter. Par moment, un ministre, c'est là pour donner des impulsions. Est-ce qu'il sera capable de donner des impulsions ? J'en sais rien, je l'espère, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre encore 1 an et demi en matière de sécurité ou d'immigration, mais ce n'est pas suffisant d'être un grand professionnel. Une aberration dans le gouvernement, Madame Monique Barbu, ancienne présidente du WWF, c'est-à-dire le Fonds mondial pour la nature. Je vous rappelle que c'est une combattante acharnée du nucléaire. Donc nommer quelqu'un à la transition écologique et dans le même temps qui est totalement opposé au nucléaire, c'est contraire à tout ce qu'elle nous a expliqué Macron ces dernières années, où il avait décidé de relancer le nucléaire. Voilà, donc cette discussion budgétaire va être, je pense, très intéressante si elle peut avoir lieu, parce que c'est loin d'être évident si la motion de censure est votée. Mais je rappelle pour finir quand même que le budget qui va être décidé, discuté, c'est le budget de M. Bayrou.
puisque le Conseil d'État s'est prononcé sur ce budget, qu'en réalité, on a simplement supprimé les 2 jours fériés qui étaient supprimés, si je puis dire, qu'on a remis. Mais en réalité, M. Lecornu présente le budget préparé par M. Bayrou. Comment tout ça peut-il tenir ? J'en sais rien, mais en conclusion, la vie est belle. Et vous avez raison vous avez tort d'être pessimiste. Regardez, c'est tellement simple et tellement agréable la situation de la France qu'on a un président de la République qui devrait là ce matin être inquiet. Est-ce que la motion de censure ? Eh ben non, il prend l'avion pour aller voir les pharaons et aller en Égypte. Alors, il va nous expliquer en revenant que s'il y a la paix entre Israël et le Hamas, c'est qu'en grande partie, il y a contribué. Vous savez, ça me rappelle les passants qui, derrière, quand il y a une journaliste qui fait l'interview, font le zouave pour apparaître à l'écran. Ben, je pense que M. Macron, malheureusement, on est réduit à ça. Il n'a plus aucun crédit aujourd'hui dans ce pays et il en est réduit à faire l'incruste sur les conférences internationales où il n'a en réalité eu aucun rôle dans cet accord. C'est triste pour notre pays. Soit triste pour Macron, c'est pas trop grave. Mais mon général, pourquoi est-on tombé si bas ? Merci Thierry Mariani pour cette analyse. On poursuit la discussion que nous avions entamée avec Maxime Michelet.